Bonjour et bienvenue dans les coulisses de la littérature, le podcast pour tous les aficionados de l'encre et de la plume. Je m'appelle Anna et je suis autrice, éditrice et passionnée de lecture depuis toujours. Dans ce podcast, je vous partage des anecdotes littéraires pour redécouvrir les chefs-d'œuvre de la littérature et leurs auteurs sous un nouvel angle, mais aussi une mise en perspective de certaines problématiques actuelles de la littérature. Alors, prêt à entrer dans la secte des adorateurs de mots avec moi ? Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode des Dessous de la littérature, mais cet épisode aujourd'hui va être un tout petit peu différent de ce que vous avez l'habitude, et puisque on va retrouver un format que j'avais pratiqué un petit peu au début, puis que j'avais laissé tomber, et comme j'ai eu des retours positifs, je me suis dit pourquoi pas en faire un aujourd'hui. Je veux parler de mes petits retours d'expérience lorsque je vous parle de ma propre écriture. En l'occurrence, pour être tout à fait honnête, c'est aussi parce que je suis un petit peu en retard sur les recherches que je dois faire sur Christine de Pisan, qui arrive la semaine prochaine. Et donc, je me suis dit qu'aujourd'hui, ce serait tout aussi bien de vous faire un partage en toute intimité de l'évolution de mon écriture au fil des années. J'espère que ça va pas être trop barbant, on va faire ça à la cool, entre vous et moi, et pour tout simplement vous parler de la manière dont, en 5 ans, j'ai fait évoluer ma pratique, à la fois d'écriture au quotidien, de programmation de mes romans, et également de relecture et de réécriture. Du coup c'est parti. Curieusement, mon premier roman, donc il s'agit du Fils de Prométhée. Pour celles et ceux qui ne me connaîtraient pas depuis très longtemps, pour vous expliquer, donc c'est une trilogie dont le premier tome est paru en décembre 2023 et qui parle du mythe de Prométhée, donc dans l'Antiquité, ce titan qui vole à Zeus le feu pour l'offrir aux hommes. Et ça, en fait, j'ai détourné la mythologie grecque pour en faire un dieu tutélaire d'une civilisation qui s'appelle la civilisation de l'Unicus et qui est une dystopie en 3 tomes autour de 3 protagonistes qui interviennent à différentes époques et qui, donc du coup, en fait... ça évolue un petit peu sur le mode d'un thriller avec différentes enquêtes. C'est toujours difficile de parler de ce qu'on écrit. Mais voilà. Donc ça, c'est une dystopie qui a également un tout petit peu de fantaisie. Mais en fait, curieusement, je pense que j'ai commencé par l'exception qui confirmera ensuite ma règle. Je vais vous expliquer, vous allez tout comprendre. À savoir que, donc, comme je disais, je l'ai écrit en 3 tomes avec 3 protagonistes à l'intérieur qui évoluent à 3 époques différentes. Bien évidemment, les intrigues sont entremêlées, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une révélation à un chapitre sur un personnage, elle aide à comprendre l'intrigue qui se passe pourtant à une autre époque de l'autre personnage qui intervient ensuite, etc., etc. Chacune donc des intrigues et chacun des protagonistes sont en lien les uns avec les autres. Et par conséquent, lorsque j'ai écrit mon roman, déjà c'est en 3 tomes avec 3 protagonistes et avec 3 époques, donc ça m'a demandé énormément de programmation et de réflexion au préalable pour être sûre que tout serait cohérent et que les actions s'enchaîneraient de manière efficace les unes avec les autres. Je le disais, ça part de la mythologie grecque et ça... moi, je l'ai vu un petit peu comme une manière d'étudier nos rapports philosophiques que nous avons actuellement entre nature et culture, et donc comme une sorte de métaphore de l'anthropocène. Donc l'anthropocène, pour celles et ceux qui n'ont pas encore le jargon de l'écolo converti, c'est cette époque géologique que nous vivons actuellement où l'homme a désormais une empreinte irréversible sur la planète et donc qui agit finalement comme une force géologique, comme une force tellurique sur son environnement. Bref, donc tout ça pour dire qu'au niveau de mes trames narratives, il m'a fallu être hyper carré. J'ai passé des mois et des mois à tout programmer. Il faut savoir que curieusement, je ne lis pas particulièrement de fantasy, ni même de science-fiction, ni même de dystopie. Seulement, du coup, quand j'ai pensé mon univers et quand j'ai voulu faire quelque chose par rapport à l'anthropocène, les éléments que j'ai introduits, qui sont plus ou moins fantasy, il y a quelques pouvoirs qui s'inspirent surtout de l'animisme, j'ai trouvé que ça formait une métaphore très cohérente de ce que nous rencontrons dans le réel. Tout ça pour dire donc, je l'ai déjà dit, j'ai dû beaucoup planifier. Pour vous expliquer un petit peu plus dans le détail ma façon de procéder.
pendant plusieurs semaines, j'ai déjà commencé par vraiment réfléchir à fond tout mon univers et sachant que cet univers, donc du coup j'ai dû dessiner des cartes, etc. Mais bon, ça c'est la partie très ludique. Mon univers évolue avec son urbanisme, son architecture à 3 époques différentes. Donc j'ai développé ces 3 univers. J'ai évidemment développé des fiches personnages qui étaient extrêmement détaillées pour mes 3 protagonistes, mais pour tous les personnages secondaires qui interviennent au sein des 3 époques. Et ensuite, j'ai tissé une trame sur Excel par personnage. Donc sur Excel, j'avais 3 petits onglets avec marqué Aris, Brunia et Sora, qui sont les noms de mes protagonistes. J'ai tissé le lien, le fil en fait de ce qui allait leur arriver. Et ensuite, et bien sur un 4e onglet, j'ai entremêlé tout ça pour que ça forme la trame générale que moi j'allais écrire chapitre par chapitre avec cette alternance de personnages. Mais ça ne s'arrête pas là, parce que du coup j'étais vraiment très architecte. J'ai ensuite fait un synopsis détaillé chapitre par chapitre, c'est-à-dire que je prenais des notes avant de commencer à écrire mon chapitre, sur le décor, sur mes inspirations. Je notais parfois des bribes de dialogue et je tissais le fil de la toile que j'allais par la suite rédiger. En sachant que, par exemple, pour Brunia, c'est un personnage qui se situe dans une époque d'inspiration Moyen-Âge et dans lequel j'ai souhaité intégrer parfois des termes d'ancien français. Et donc par rapport à ça, eh bien j'avais mon dictionnaire d'ancien français avec moi et je faisais une recherche de vocabulaire puisque ça va peut-être vous paraître étonnant, mais je ne suis pas bilingue en ancien françois, n'est-ce pas ? Et donc je faisais ma petite fiche de vocabulaire. Par exemple, si le chapitre se déroulait principalement en nature dans la forêt, je recherchais par rapport à la forêt et à la saison les différents termes dont j'avais besoin ensuite pour écrire mon chapitre. Ce qui fait que souvent ce synopsis du chapitre faisait déjà à lui seul 1 à 3, 4, 5 pages. Et ensuite, seulement, enfin, je passais à la rédaction du chapitre en question. Actuellement, j'ai donc fait sensiblement évoluer ma façon d'écrire, c'est-à-dire que je laisse davantage d'espace à l'improvisation. Donc par exemple, tout ce qui est synopsis détaillé par chapitre, franchement tout ça j'ai quand même plus ou moins élagué, voire complètement laissé. Pareil pour les fiches personnages, en réalité, je sais pas si c'est normal, si tout le monde procède de la même manière, mais en tout cas moi maintenant, lorsque je conçois un personnage et que je l'écris dans mon synopsis, en réalité il est déjà très présent dans ma tête, je connais à peu près tout. Souvent oui, je vais peut-être improviser certaines choses qui vont me venir au fil de l'écriture, je ne sais pas moi, Sandrine a 40 ans et puis au fil de l'écriture je me dis tiens d'ailleurs dans son enfance elle a vécu telle chose, etc. Peu importe. Mais ça en réalité j'ai plus besoin de l'écrire j'ai plus besoin de l'écrire dans un document à part avec une fiche personnage parce que je visualise déjà physiquement et puis psychologiquement tous les points que je souhaite mettre en exergue dans ma narration. Je l'ai finalement dans ma tête. Donc souvent, tout ce que je fais, c'est je note un synopsis général, un petit peu comme ce que je vais pouvoir envoyer aux éditeurs en résumant toute l'intrigue détaillée, donc en divulgachant absolument tout ce qui se passe dans 1 à 2 pages. Donc je note l'idée générale, tout ce qui va arriver à mes personnages, le thème que je souhaite aborder et sous quel angle je souhaite le traiter. Et ensuite, je développe tout ça dans une trame, toujours sur Excel. J'ai une petite manie avec les tableurs qui va dérouler l'intrigue chapitre par chapitre, mais c'est vraiment à chaque fois 1 ou 2 lignes. Par exemple, Jean-Pascal se réveille le vendredi et il a oublié d'arroser ses plantes, zut. Enfin, je schématise, mais tout ça pour dire que ça reste quand même assez peu détaillé. Concernant les synopsis de chapitres, ça faisait quelques temps que je ne les utilisais plus, c'est-à-dire ces espèces d'aide-mémoire qui me permettaient d'avoir les grandes lignes de ce que je voulais aborder au sein d'un même chapitre, mais dernièrement je m'y suis un peu remis parce que notamment quand j'ai pas forcément le temps d'écrire de manière continue d'un jour sur l'autre, et que du coup je n'ai pas le loisir de m'y adonner autant que ce que je voudrais, ça me permet de ne pas perdre le fil. Et souvent c'est ce que je fais quand je finis par exemple un chapitre sur
un élément en particulier et que j'ai souhaité vraiment développer dans la suite du chapitre mais que j'ai pas le temps de continuer à écrire, eh bien je me fais un petit synopsis, comme ça je sais que je vais repartir sur des bonnes bases le lendemain. Bon, en l'occurrence, comme je m'autorise beaucoup plus l'improvisation, entre nous, il y a également souvent des fois où je ne me sers pas de ce synopsis du chapitre, mais c'est un élément qui est un peu rassurant pour moi. Ce qui me permet de faire une transition toute trouvée avec la seconde partie, à savoir l'évolution dans mon écriture même, dans ma danse, dans mon jeu ou dans mon duel, ça dépend des fois, avec mes mots. Pour le fils de Prométhée, toujours dans la mesure où il y a une bonne partie historique, donc je vous ai parlé par exemple de Brunnia, où il y a de l'ancien français, mais c'est également le cas pour Sora et pour Harris, où je me suis inspirée du 18e et du 19e siècle au niveau du français qui était utilisé. Donc j'ai beaucoup lu Zola, j'ai également relu Chauderlot de Laclos avec ses magnifiques liaisons dangereuses pour pouvoir un petit peu m'imprégner des tournures de phrases qui étaient usitées à l'époque. Et bien en fait finalement mon style, ce style naturel, ce phrasé que j'aurais tendance à avoir, forcément je l'avais plié aux exigences de l'historicité que je tenais à apporter à mon écrit. Et puis en plus par ailleurs, comme c'était mon premier roman, forcément je n'avais pas développé les mêmes réflexes que maintenant. J'écrivais beaucoup plus lentement et aujourd'hui je peux parfois écrire 2 pages en une demi-heure sans trop de soucis. Et je pense que je suis également moins en insécurité concernant mon style. Voilà, disons que j'ai un peu moins de problèmes avec le fait de m'accorder des libéralités. Donc sur mes derniers manuscrits, je dois reconnaître qu'en fait je m'amuse tout particulièrement. Il y en a par exemple un où je joue beaucoup avec le côté du narrateur omniscient. Le narrateur devient en lui-même un personnage qui intervient parfois dans la narration lorsqu'il raconte l'histoire pour faire des remarques, qui a son petit caractère, il est assez cynique et en même temps il est vieux, il a des rhumatismes, etc. Et donc que ce soit sur le personnage ou directement au lecteur, il se permet des interjections. Et j'ai souhaité exacerber ces caractéristiques de narrateur, donc à savoir sa capacité à tout connaître, à tout savoir et à raconter l'histoire pour en faire un personnage à part entière du récit. Et ça, je dois dire que j'aime beaucoup tester plein de formes d'écriture différentes et donc en fait de varier vraiment le cadre que je vais imposer à mon roman. Donc, dès que je développe une forme de confort avec un certain type d'écriture, je sais pas moi par exemple j'ai écrit tout un manuscrit à la première personne et au présent, et en fait sur le manuscrit suivant je vais faire en sorte de me choisir une nouvelle contrainte, par exemple changer le temps de la narration, passer du présent au passé ou encore varier la voie narrative, ce qui me permet en fait de m'amuser, de redécouvrir différentes formes de narration, de tester un petit peu mes capacités, mes préférences sur l'un ou sur l'autre, et puis en fait tout simplement parce que chacun a aussi sa forme de poésie. Du coup, aujourd'hui je me laisse davantage de liberté au sein de mon processus créatif et je pense que c'est vraiment l'évolution principale de mon écriture au fil des années. Par ailleurs, le fait d'avoir travaillé dans l'édition, ça je l'ai noté quand j'ai relu et réécrit pour une énième fois le premier tome du Fils de Prométhée avant sa parution en décembre 2023, lorsque j'étais vraiment dans le travail éditorial avec l'équipe. En fait, je lisais tellement de manuscrits en même temps pour mon travail d'éditrice que ça avait produit en moi une sorte de capacité critique que je n'avais pas auparavant sur mon manuscrit. Je me souviens très bien, j'ai écrit Le Fils de Prométhée en 2019 et je pense que les premières relectures dataient de 2020 à peu près 2021, enfin les deux en réalité. Je me souviens lorsque j'ai fait la première relecture du Fils de Prométhée, honnêtement je savais pas du tout par quel bout le prendre. Et c'était vraiment très intimidant de me retrouver devant mon premier jet de 680 pages en me disant qu'il allait falloir tout retravailler de A à Z alors que j'étais épuisée, j'avais déjà passé plus de 6 mois à tout écrire pour le premier jet. Et maintenant, j'ai développé quelque chose qui pourrait s'apparenter à une méthode qui est sans doute améliorable, mais qui en tout cas me convient et qui me permet de me sentir beaucoup plus à l'aise avec cette écriture, parce que finalement, ce qu'on oublie assez souvent, c'est que le premier jet c'est bien, mais finalement c'est la partie presque la plus facile du travail, et la réécriture c'est là que tout se joue. Et où il faut être capable d'élaguer sans aucune vergogne son manuscrit qu'on a sué sang et eau pour écrire. Il faut être capable de l'améliorer, de rajouter des pages, d'en supprimer d'autres, voire parfois de remodeler des chapitres entiers.
Et tout ça, ça peut être parfois un peu douloureux et intimidant. Et donc moi, du coup, la méthode que j'ai développée, par exemple pour mon dernier manuscrit, qui s'appelle pour le moment Le 8e péché capital, et qui est un roman contemporain basé en France à notre époque, j'ai d'abord commencé par effectuer une vraie première relecture. Et là, je ne parle que de relecture, donc pas de réécriture, sans aucune prise de notes. Toujours sur papier, j'insiste, parce que ça permet d'avoir un regard un peu plus critique et une lecture plus reposante. Mais en notant dans la marge, simplement avec un code couleur, différents défauts. Donc par exemple, là je me souviens plus exactement, mais par exemple j'ai un fluo rose pour les descriptions, j'ai un fluo jaune pour les dialogues, un fluo bleu pour les incohérences, peu importe. Eh bien je vais juste faire entrer dans la marge lorsqu'il y a un passage qui me chiffonne pour telle et telle raison, sans prendre le temps de développer à l'écrit pour la première relecture, parce que je souhaitais l'appréhender avec un œil... quasiment un œil extérieur, celui que pourrait adopter un futur lecteur. Ensuite, la seconde relecture consiste à noter très méthodiquement, et là par contre, du coup, à passer vraiment des heures à améliorer mon manuscrit suite aux premières remarques que je me suis moi-même faites dans la marge. Comme si je réécrivais vraiment entièrement mon roman. Donc là, en l'occurrence, pour ce manuscrit-là, j'ai rajouté plusieurs dizaines de pages à l'intrigue pour étoffer mes personnages, pour ajouter de la consistance aux différents lieux, pour ajouter des détails de leur passé qui permettraient d'éclairer un petit peu plus ce qui leur arrivait et surtout leur réaction au lecteur, etc. etc. Donc ça, c'est le travail qui m'a demandé le plus de temps, et là pour le coup j'ai fait le choix de tout réécrire à la main dans les marges ou dans d'autres feuilles de papier à côté. Parce qu'encore une fois, le travail à la main et la façon de penser la phrase quand on écrit à la main au stylo n'est pas la même que lorsque l'on tape sur clavier, du moins c'est mon ressenti. Et donc, à mon sens, cela permet une maturation qui est un peu différente des mots, du phrasé, de la syntaxe. Et donc c'est pour ça que j'ai fait ce choix-là. Et enfin, la dernière relecture, donc avant envoi en tout cas en maison d'édition, parce qu'il y en aura plein d'autres par la suite, j'ai fait une dernière relecture donc de typographie, de mise en page, d'orthographe et de répétition. Et en fonctionnant comme ça, j'arrivais à réécrire environ 1 à 2 chapitres par jour. Voilà, donc c'est à peu près tout ce que j'avais envie de vous dire. Donc j'espère que cet épisode un petit peu plus introspectif sur ma propre écriture vous aura plu, que ça vous aura peut-être aussi donné des indications si vous-même vous aimez écrire, ou que tout simplement vous êtes curieux de savoir de quelle manière certains auteurs ou autrices écrivent leurs livres, ou qu'en tout cas ça ne vous aura pas trop ennuyé. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à me partager vos propres méthodes d'écriture, c'est toujours intéressant de connaître ça. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode des Dessous de la littérature.